Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ITV. Dans l'actualité de ce mardi 10 septembre, le khalife général des Tidianes sur l'interdiction du port de voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Serigne Baïssi Mansour regrette le silence de l'État et des députés. Il leur demande de prendre leurs responsabilités. Le monde célèbre aujourd'hui la journée de la prévention du suicide. L'Organisation mondiale de la santé déclare que toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours. Une tendance qui inquiète et c'est pourquoi l'OMS appelle les pays à intégrer les stratégies de prévention du suicide dans les programmes nationaux de santé et d'éducation. Dans ce journal également, la parole à un sociologue pour analyser notre environnement social. Et le reportage du jour s'intéresse aux toilettes dans les marchés, des lieux que fréquente beaucoup de monde, moyennant quelques pièces de CFA. Mais l'hygiène dans ces toilettes publiques pose un véritable problème de santé. Reportage à suivre. Bienvenue à tous. La polémique autour de l'interdiction du port de voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc fait réagir le khalife général des Tidianes. Serigne Baïssi Mansour déplore le silence des autorités étatiques et les députés invités à prendre leurs responsabilités. Aux responsables de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, le khalife des Tidianes demande de savoir raison garder. Je vous propose de suivre. C'est comme si on n'a pas de religion. Alors je ne comprends pas pourquoi les responsables de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc veulent interdire le port du voile à nos enfants. Et j'estime que les autorités de cet établissement n'ont aucun respect à l'endroit du Sénégal et elles n'ont aucune considération. Les autorités étatiques doivent réagir, surtout les députés. Leur silence m'intrigue. Ceux qui interdisent le voile dans leur école, pourtant ils portent la croix et vont partout. Mais tout le monde se tait jusqu'à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Les députés doivent en parler. C'est leur responsabilité. À noter que la présidente de l'association des parents d'élèves de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc a annoncé sa démission de ce poste. Véronique Darossa-Sey n'est pas d'accord avec les mesures radicales de la direction. Or, les deux parties auraient pu trouver une solution grâce au dialogue, selon elle. À noter également, l'UNAPEX apporte son soutien à la direction. L'Union nationale des associations des parents d'élèves de l'enseignement catholique du Sénégal estime que les responsables de l'établissement n'ont fait qu'appliquer le règlement intérieur. Dans un communiqué rendu public ce lundi, hier, les membres de l'UNAPEX précisent que toutes les tenues doivent respecter les règles vestimentaires de l'établissement. Ils appellent également l'ensemble des acteurs au calme, mais également à la retenue. Je l'annonçais dans les titres de cette édition. Saviez-vous qu'une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes? Ceci équivaut à 800 000 cas par an dans le monde entier. Ce sont des estimations de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée de la prévention du suicide célébrée aujourd'hui. Mais ces chiffres sont quand même inquiétants, Matarguer. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de prévention du suicide. Chaque année, 800 000 personnes mettent fin à leur vie, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, soit un mort toutes les 40 secondes. Aucune région ni aucune tranche d'âge n'est épargnée. Il touche toutefois particulièrement les jeunes de 15 à 29 ans, chez qui il constitue la deuxième cause de mortalité à l'échelle mondiale. Des chiffres qui font froid dans le dos. C'est ôter proprement sa vie, enlever soi-même sa vie. Bien que c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a tracé une ligne qu'on doit suivre jusqu'à pouvoir le rejoindre au-delà. Donc je ne vois pas quelles sont les conditions que l'être humain a pour pouvoir se suicider. Je trouve vraiment très aberrant. Les gens, moi ça je le condamne jusqu'à la dernière énergie. Quoi qu'il puisse m'arriver,
je resterai digne. Vraiment, ça m'a toujours impressionné. Comment une personne dotée de raison peut-elle se suicider? Je pense que si une personne est bien éduquée, elle ne s'adonnera jamais à cette pratique. Selon le rapport de l'OMS, le suicide fait plus de morts que les guerres et homicides réunis. Les pesticides, la pendaison et les armes à feu sont les méthodes les plus souvent utilisées dans le monde. Donc rien ne vaut au monde, quels que soient les problèmes qu'on a, retournons auprès de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a tout fait pour nous. Donc retournons auprès de Dieu, prions, et que c'est ce qu'ils veulent se suicider, Dieu les aide à retourner en arrière. Le conseil que je donne à un suicidaire, c'est de revenir à la raison, parce que quel que soit son problème, il y a toujours une solution. Il suffit juste de les partager avec les gens. 75% des suicides se produisent dans les pays à faible revenu ou intermédiaires, contre 25% dans les pays développés. Matanger, la plupart de ces hommes et ces femmes qui se suicident sont souvent très malheureux ou acculés sans être incapables d'entrevoir des solutions immédiates à leurs problèmes ou leur mal-être. Le socio-psychologue Ousmane Ndiaye parle de l'individu et de son environnement social. Je vous propose de l'écouter. Il intervenait sur iRadio. La psychosociologie met l'accent en matière de suicide sur à la fois l'individu et son environnement social. On ne considère pas seulement l'individu avec ses problèmes comme isolé du groupe social, parce que très souvent, c'est le groupe social qui, sans le savoir, l'a mis dans une situation telle que l'individu se trouve affaibli mentalement et socialement au point de pouvoir se sentir seul au monde face à des affections réelles ou imaginaires qui, dans ce cas, peuvent le conduire sans que le groupe s'en aperçoive vers le suicide. C'est un individu isolé, c'est un individu tout seul qui fait face à une situation difficile. Je pense que le fait que l'individu cache à son environnement parce qu'il a honte les affections, les troubles qu'il vit, les drames peut-être qu'il vit, tout cela va l'affaiblir davantage. Et c'est pratiquement isolé et tout seul qu'il va commettre l'irréparable. Le journaliste Adama Gaye a entamé une grève de la faim depuis hier lundi. Une manière pour lui de protester contre son maintien en prison. Ces deux demandes de mise en liberté provisoire introduites par ses avocats ont été rejetées. Mais là, nous nous intéressons à cette manière de procéder, entamer une grève de la faim comme un moyen de lutte pacifique. Moustapha Gabardio, Pessele Diallo. Gandhi reste le gréviste de la faim le plus célèbre, mais cette forme de protestation pacifique a longtemps été utilisée pour défendre un engagement politique ou idéologique au risque de sa vie. Au Sénégal, il semblerait que la grève de la faim soit le plus souvent utilisée pour dénoncer des injustices ou des détentions arbitraires. Je pense les années 90, sur le plan politique, des hommes politiques qui étaient arrêtés et qui ont utilisé la grève de la faim pour donc donner un peu leur version des choses, c'est une façon de s'exprimer, de combattre. Et récemment, nous l'avons vu avec le jeune Québec qui avait fait la grève de la faim pour se faire juger. Si ça peut aboutir à une réaction de l'État, c'est tant mieux pour la victime. C'est une situation de désespoir que les gens obtiennent. Et donc, à désespoir de cause, je pense que c'est l'ultime combat. Et je pense que il faut en prendre acte et le respecter. En prison depuis le 29 juillet pour atteinte à la sûreté de l'État et offense au président de la République, Adama Gaye a entamé lundi une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Un cas qui renvoie à la question des longues détentions préventives au Sénégal. Les prisons sont extrêmement pleines. La seule alternative, c'est aujourd'hui de mettre les gens en contrôle judiciaire. Si les gens ont fauté, on pourra le voir après. Parce qu'on dit que c'est la présomption d'innocence. La personne est jugée innocente avant d'être condamnée. Donc si quelqu'un n'est pas condamné par un juge assermenté, si quelqu'un
a été juste inculpé, on lui prête une faute, et donc on pourrait le mettre en contrôle judiciaire, c'est beaucoup plus moderne, ou à la limite faire déposer une amende ou une caution, ça se fait battre dans tous les pays modernes, mais mettre en prison, je pense que c'est vraiment démodé, c'est archaïque, c'est obsolète et c'est vraiment inhumain. Depuis la mort de 2 détenus à Rebeuss, il y a moins de 2 semaines, de plus en plus de personnes appellent à des réformes pour accélérer les procédures judiciaires et faire valoir la présomption d'innocence. Merci Moustapha Gabar Diop. Les habitants de la Gueule-Tapée craignent le pire avec le projet de construction de cantines sur le canal. Lancé il y a 3 mois pour recaser les commerçants qui occupaient le bloc C du marché Gueule-Tapée. Ce projet se heurte aujourd'hui au refus catégorique des populations qui évoquent des questions de sécurité notamment. Elles ont même saisi un huissier. Le reportage de Amagoro Bernian et Célé Diallo. Ces cantines érigées sur le canal de Gueule-Tapée sont destinées à accueillir les commerçants du bloc C du marché. 3 mois après leur installation, l'heure est aujourd'hui à l'extension de la rue 51 à la Corniche. Une extension qui va se heurter au refus des populations riveraines. Ce qu'ils veulent, c'est de nous prendre comme otages. Ils vont nous mettre des cantines sur le canal. Après cela, on ne pourra plus rien dire. S'il y a agression, les agresseurs, les voleurs, tous vont en profiter pour se mêler à nous. Et on n'est pas des agresseurs, on n'est pas des voleurs. À ces craintes s'ajoute l'expiration de la durée de vie du canal de Gueule-Tapée. Le canal risque d'exploser à tout moment. Nous ne le souhaitons pas, mais un danger peut survenir à n'importe quel moment. Et il ne va pas nous épargner, nous qui habitons aux alentours. Donc, il y va de notre sécurité. Il n'y a plus de sécurité. Le canal peut exploser d'un moment à l'autre. C'est comme si tu ouvres ça, c'est comme de l'ammoniac qui sent à l'intérieur. C'est comme du gaz. Au banc des accusés, la municipalité de Fass-Gueule-Tapée-Colobane, les jeunes soulignent l'absence de projets visant à l'amélioration de leur cadre de vie. Ce qu'ils devaient faire, c'est trouver des moyens innovants afin de nous permettre d'améliorer notre cadre de vie. Mais non, ce qu'ils font, ils nous amènent quoi? Un marché. En fait, on ne les attendait pas sur ce plan-là. Les collectivités locales doivent dépasser cela. On a vu l'exemple, les collectivités locales qui se trouvent au SICAP, etc. On les a vus ce qu'ils font. On voit ce qu'ils font. Ils améliorent leur cadre de vie. Ils initient des espaces de vie pour les jeunes. Pour les vieux. Il n'y en a pas ici à la Gueule-Tapée. Il n'y en a pas. Ce canal-là pouvait être utilisé à d'autres fins. Déterminés à faire face, les populations ont posé le premier pas sur le plan juridique. Sur le plan juridique, nous avons pris un huissier. On a fait des constats. On va écrire qui de droit. Nous allons écrire qui de droit. On a déjà fait une pétition. On a au moins 300, 400 signatures. On va écrire qui de droit, déposer les papiers, aller adresser au commissariat un dossier avec la pétition, le préfet et les autorités et attendre la suite. Du côté des populations, l'on note également une organisation autour de l'intérêt général à travers la multiplication de journées de nettoiement, comme pour faire un clin d'œil aux promoteurs du projet et à la municipalité. Même si on en voit de moins en moins, certains jeunes tiennent absolument à conserver et perpétuer la tradition du Tamkharit, je parle du Tadjeboun. La nuit dernière, des rues de Dakar ont été très animées. Une ambiance de fête, une ambiance de couleurs, mais surtout de déguisement. Nous allons vous faire revivre ces moments dans ce reportage signé Youssouf Konté et Cheikh Ougaye. 23 heures passées. À Bentali, des jeunes venus de différents quartiers prennent d'assaut la localité. Ils perpétuent le Tadjeboun, qui est une tradition de chez nous. Je suis en train de lui dessiner son masque, c'est pour jouer au faux lion. Il ne reste que lui. Tous les autres sont déjà prêts. Nous irons à Grand Dakar, Nyaritali et Biscuiterie. Un moment fort pour ces jeunes qui n'hésitent pas à exprimer leur joie.
depuis 19h di yëngal dugg Liberté 4. Depuis 19h, on est sur pied. On a fait plusieurs quartiers. Ses amis sont venus de Ben Nathalie, Fass, Grand Dakar et Colobane. Colobane. Waaw ku nekk fu nga dëkk rek foog nga jógee ñëw. Waaw ma ne Tadjabone bi neex na lool. On a bien aimé ce Tadjabone car on est en train de revivre ce que nos grands-parents faisaient et c'est une fierté. En plus, on a eu un peu d'argent. Am nañ xaalis Tadjabone bi neex na su ñun. Durant cette soirée, des enfants, jeunes et adultes ont l'habitude d'entrer dans des maisons voisines et s'en sortir avec quelques denrées que ce soit. Mais cette année, la moisson n'a pas été au bout de leurs attentes. Comparé à l'année passée, cette année, on n'a pas eu ce qu'on espérait. Ce peu qu'on a, on va se le partager. Tamkharit, au-delà du roi couscous et les prières, le Tadjabone fait partie de cette fête dont ces jeunes sont en train de perpétuer la tradition. Que des souvenirs, Youssouf Konté. Cette actualité en bref, Macky Sall est à Brazzaville pour prendre part au 5e forum Investir en Afrique. Le thème de cette année, tirer parti des partenariats pour la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines. À noter que ce forum a débuté ce mardi et les travaux vont s'achever jeudi prochain. Transition toute faite pour d'autres actualités internationales. D'abord, le Burkina Faso, de plus en plus fragilisé face aux groupes armés. 6 gendarmes ont été tués hier dans le nord du pays. Il y a également Donald Trump, le président des États-Unis, qui se sépare de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Limogeage ou démission, les versions sont confuses. Les détails dans la page internationale présentée par Hassan Gueye. Face au terrorisme, le Burkina Faso est en grande difficulté. Les analystes le placent d'ailleurs dans une position peu enviable de ventre mou dans la zone sahélienne, incapable de répondre aux défis sécuritaires. Au lendemain d'une double attaque qui a fait 29 morts civils, un nouveau carnage, toujours dans la partie septentrionale, a coûté la vie à 6 gendarmes. L'équipe de la maréchaussée revenait d'une mission de ravitaillement quand elle est tombée dans une embuscade attribuée aux factions terroristes en activité dans la région. Le Burkina Faso, un maillon devenu très faible, accueille le 14 septembre un sommet exceptionnel des chefs d'État ouest-africains sur la sécurité. Sans état d'âme, Donald Trump s'est séparé de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, dépeint comme un faucon et un belliciste néoconservateur. Des divergences sur des dossiers ultra sensibles comme l'Iran, la Corée du Nord et l'Afghanistan ont eu raison d'une petite année de collaboration qui avait été entamée en 2018. John Bolton était le 3e conseiller à la sécurité de Donald Trump. Ce dernier a indiqué dans un tweet l'avoir informé que ses services n'étaient plus utiles à la Maison-Blanche. La thèse de l'ex-communication a été contestée par John Bolton qui affirme avoir démissionné de son propre chef. L'Italie change de paradigme et ne veut plus de bisbilles avec l'Union européenne ni de gestion populiste de la question migratoire. Le Premier ministre Giuseppe Conte a délivré une déclaration de politique générale avec en lame de fond un accent pro-européen. Le gouvernement nouvellement formé a obtenu la confiance des députés qui ont accordé 343 voix contre 263. Giuseppe Conte a promis de s'écarter des errements de la précédente coalition qui était dominée par la figure clivante et eurosceptique de Matteo Salvini, ci-devant ministre de l'Intérieur.
La chevelure hirsute du Premier ministre britannique ne risque pas de se remettre en bon ordre de sitôt. Boris Johnson a une fois de plus échoué à obtenir des députés, la tenue d'élections législatives anticipées n'ayant pas réussi à convaincre les plus réticents. À présent, les travaux du Parlement ont été ajournés jusqu'au 14 octobre, mais Boris Johnson, droit dans ses bottes, prévient qu'il ne demandera pas un nouveau report du Brexit qui doit être acté le 31 octobre. Merci Hassan Gueye qui a signé la page internationale de ce soir. Une note de sport à chaque compétition continentale ou mondiale. L'équipe nationale de taekwondo rencontre d'énormes difficultés de préparation. Les acteurs de cette discipline dénoncent un manque d'égard de la part des autorités en charge des arts martiaux au Sénégal, qui pourtant offrent beaucoup de trophées au pays. Ibrahima Kamara. Le taekwondo ITF est une discipline nouvelle au Sénégal. Les jeunes qui le pratiquent sont souvent issus d'autres pans des arts martiaux. Le ITF est une discipline nouvelle ici au Sénégal. Certes, nous qui le pratiquons, nous venons des autres arts martiaux, à savoir le Kung Fu, le taekwondo WTF, la boxe savate française, l'aptudo et autres. Nous ne sommes pas nouveaux dans les arts martiaux, mais certes nous sommes nouveaux dans le taekwondo ITF. L'équipe nationale se prépare à la prochaine Coupe d'Afrique et à la Coupe du monde de cette discipline. Malgré leurs maigres moyens, ils demandent de l'aide aux autorités en charge du sport. Pour nos moyens, on est là, chaque fois on s'entraîne durement. On sait que tout début est difficile, mais les jeunes sont conscients. Ils sont là, ils sont très talentueux. Des personnes de représenter le pays. Nous avons intérêt à agir en équipe pour multiplier nos sens dans les compétitions. C'est important. Même pour nous gagner 3 personnes, nous donnons. Les arts martiaux sont parmi les disciplines sportives qui ramènent le plus de médailles au Sénégal, poursuit les membres de l'équipe nationale de taekwondo ITF. Ils regrettent aussi qu'ils soient les parents pauvres du sport sénégalais. Les toilettes dans les marchés, on en parle et c'est le reportage du jour. Elles sont payantes, mais la propreté laisse à désirer. Ces toilettes sont très fréquentées par les commerçants, les clients et même par les passants. Et cette utilisation commune pose bien entendu un véritable problème de santé publique. Oumar Khan et Augustin Mandan. C'est le couloir qui mène aux toilettes du marché Castor. La mauvaise odeur qui nous accueille de loin annonce déjà la couleur. Des toilettes publiques qui ne sont nettoyées que tous les 2 ou 3 jours. Tous les 2 ou 3 jours, nous nettoyons les toilettes. Nettoyons vers 4h ou 5h du matin avant que les gens ne viennent. Nous le nettoyons proprement, mais ce n'est pas tous les jours. Au marché Tilène, la caméra, pas question. Le gérant Dignette. Nous avons pu prendre ces images avec notre téléphone portable. Derrière ces toilettes, toute une organisation et des tarifs fixes. 5 personnes. Nous sommes 5 personnes et nous surveillons bien les toilettes. C'est un travail public, mais tout le monde n'est pas propre. Parfois, les usagers salissent vraiment les toilettes et nous sommes obligés de nettoyer. C'est moi qui encaisse l'argent et les autres se relayent chaque heure pour verser de l'eau dans les toilettes. Pour se laver, c'est 50 francs. Pour uriner, c'est 25. Pour se soulager, aussi, c'est 25. Ce sont des centaines de personnes, commerçants et acheteurs qui fréquentent les toilettes dans les marchés. Des toilettes aussi insalubres les unes que les autres, au grand dam des usagers qui, eux, n'ont presque pas le choix. Et c'est la fin de ce journal. Merci à la régie. Merci également à vous de l'avoir suivi. À suivre, il nous inspire. Et ce soir, Amadou Ampateba est à l'honneur. Et pour les infos, à 23h, retrouvez Soda Diakoumpa pour Djukip Ribari. Bonne soirée à tous.